Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardonnays, encore une nouvelle vidéo sur le Canari du 28, et qui dit nouvelle vidéo, dit nouveau sujet. Donc vous étiez nombreux à me demander en fait des vidéos ou des sujets de certaines maladies respiratoires, type la cariose respiratoire. Donc j'ai eu des demandes via les mails avant d'activer les commentaires. Et après avoir activé les commentaires, ça revient, en fait, les demandes, ils reviennent. Pourquoi j'avais pas encore fait de vidéo concernant les maladies respiratoires? En fait, parce qu'il fallait que je vous explique déjà le système respiratoire chez l'oiseau. Donc, il va nous prendre quasiment une vidéo complète. Et en même temps, on n'avait pas encore fini les maladies liées au système digestif. Donc, c'est pas grave, on a vu la mégabactérie, on a vu la coccidie, on a vu le foie, on a vu le point noir, donc on a vu pas mal de maladies liées au système digestif. Il nous reste la salmonelle, il nous reste la colibacillose aussi, et d'autres maladies. Mais bon, moi j'aimerais bien finir là, pendant la période d'élevage ou la saison d'élevage, j'aimerais bien faire la colibacillose et la salmonelle parce que ce sont des maladies qui arrivent pendant la saison d'élevage. Mais entre-temps, on va faire une coupure sur les maladies liées au système digestif pour introduire la respiration chez les oiseaux et les canaris, les chardonnerets, pardon. Et en même temps, on va parler de la cariose respiratoire un peu plus bas. Donc tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement les nouveaux abonnés, les anciens abonnés. En même pas 3 mois, nous avons atteint les 500 abonnés. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, ça prouve que les sujets intéressent de plus en plus de monde, il y a plus de personnes qui nous suivent. Et donc voilà, donc c'est un encouragement pour pouvoir continuer à travailler les sujets. Je tiens aussi à remercier ceux qui me laissent soit des mails ou soit des commentaires, ceux aussi qui mettent des pouces vers le haut. Ça motive toujours les youtubeurs pour travailler les sujets, pour travailler la qualité de leurs vidéos, le son, l'image, etc. Le montage aussi. Moi, j'en fais pas parce que voilà, je suis un peu pris par le temps. J'ai pas qu'une seule passion, hein. Vous avez compris dans mes précédentes vidéos que j'ai aussi l'aquariophilie. Voilà, j'ai pas mal d'autres passions aussi en parallèle. Donc j'essaie de répartir mon temps sur les 3 passions que j'ai. Donc voilà, donc aujourd'hui on va regarder ce que c'est le système respiratoire. Certains ne se sont même pas posé la question. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que les oiseaux respirent comme les humains. On va regarder tout ça, on va pas trop détailler le sujet pour pas dériver parce que finalement ce qui nous intéresse ce sont les maladies respiratoires. Encore une fois, c'est comme les maladies du foie, c'est les maladies avec un S. Le système respiratoire il peut être touché par plusieurs maladies. Aujourd'hui, on va juste comprendre le système respiratoire chez les oiseaux, le comparer par rapport à l'humain et surtout comprendre la cariose respiratoire qui pour moi la maladie ou le phénomène le plus simple à corriger et le moins grave en fait parmi les maladies respiratoires. On va comprendre pourquoi quand on le voit, quand on le détecte au début du phénomène. Donc il ne faut pas que ça s'aggrave, il ne faut pas que ça devienne, parce que la cariose respiratoire, si elle n'est pas soignée dans les temps, elle peut se transformer en maladie respiratoire type asthmatique et autres. Elle peut dégrader en fait le système respiratoire qui est déjà assez complexe. Donc on va commencer par, comme d'habitude, un cours d'anatomie ou physiologie pour ceux qui le souhaitent. Donc les humains, donc je vous ai déjà fait une vidéo du foie des oiseaux et je vous ai dessiné un schéma en fait des poumons qui correspond à celui des humains. C'était pour simplifier, mais le phénomène est le même. Hein, on a une trachée, donc je parle des humains. Donc cette partie-là, c'est les humains. Donc ce schéma-là ou cette figurine-là représente la respiration, c'est-à-dire quand on inspire, et ça c'est quand on expire. Donc nous, on a ce qu'on appelle la trachée, et on a un poumon droit et un poumon gauche. Et on a ce qu'on appelle le diaphragme. Ah, excusez-moi, il va faire le point. Voilà. On a ce qu'on appelle aussi le diaphragme. Le diaphragme, en fait, c'est le muscle qui va gérer la dilatation et le relâchement des poumons. Donc, à savoir que le poumon, c'est pas un muscle. Le poumon, c'est une poche flexible dans laquelle il va y avoir des échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone entre le sang
qui passe dans les poumons, dans les alvéoles, ce qu'on appelle les alvéoles. Les alvéoles vont faire venir le sang dans les poumons. Et c'est à cet endroit-là, poumon droite et gauche, qu'il va y avoir un échange d'oxygène entre l'air qui est chargé d'oxygène et le sang qui vient récupérer l'oxygène. Et en même temps, le sang, quand il récupère l'oxygène ici, il va déposer le dioxyde de carbone qu'on trouve ici. Voilà, donc pendant la respiration, l'air rentre via la trachée, elle va se dispatcher sur le poumon droite et gauche, ce qui fait que ça va gonfler les poumons droite et gauche. Par contre, qu'est-ce qui gonfle le poumon droite et gauche? Ce ne sont pas les poumons ne sont pas des muscles. Donc ce qui va faire gonfler les poumons, c'est le diaphragme, c'est un petit muscle abdominal qui va soit se rétracter ici. Quand il se rétracte, il tire les poumons vers le bas, donc ils vont se remplir d'air, un système de dépression, là il y a l'air qui va rentrer, ou soit il va gonfler vers le haut, ce qui fait qu'il va réduire les poumons, ce qu'on appelle l'expiration. Donc à bien noter que les poumons des humains n'ont pas de muscles. Donc c'est des poches d'air ou des ballons pour l'anniversaire, les ballons gonflables pour l'anniversaire. Il faut un muscle qu'on appelle le diaphragme qui va automatiser en fait, ou qui va gérer gérer plutôt l'entrée d'air et la sortie d'air. Donc quand il se gonfle, ça fait rejeter de l'air vers l'extérieur, donc l'air qui est dans le poumon, il est rejeté vers l'extérieur, et quand il descend vers le bas, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il fait étirer les poumons, et donc du coup, le principe de la dépression naturelle, c'est que l'air va pénétrer dans les poumons. Donc l'air pénètre dans les poumons et l'air sort des poumons vers l'extérieur. Donc inspiration, expiration. Et on appelle le diaphragme aussi, c'est le moteur en fait, parce que c'est lui qui fait rentrer d'air et c'est lui qui sort d'air. Et on appelle les poumons l'échangeur, parce que dans l'échangeur, il y a eu l'échange d'oxygène et du dioxyde de carbone. Donc voilà, donc les poumons, leur rôle, c'est de faire un rôle d'échangeur. Ça veut dire ils vont donner l'oxygène au sang et ils vont prélever le dioxyde du sang. Et le rôle du diaphragme, c'est lui qui crée en fait la dépression. C'est lui qui va tirer les poumons pour l'inspiration ou il va les contracter pour l'expiration. Donc un élément moteur, c'est le diaphragme et un échangeur qui sont les poumons. Donc contrairement aux oiseaux, les oiseaux, ils ont un système respiratoire le plus sophistiqué, le plus compliqué en fait de toutes les espèces, à savoir que la grenouille, elle respire via la peau, les poissons, ils respirent via les branchies, les oiseaux, ils respirent via des poumons, on les appelle aussi poumons, mais c'est pas du tout le même principe, ils sont beaucoup plus compliqués, c'est le système le plus compliqué dans les animaux. Donc pourquoi ils ont un système plus compliqué dans les animaux? C'est simplement parce qu'ils volent. Pour voler, par exemple, les compagnies aériennes, quand elles veulent programmer un voyage, elles font attention à plusieurs choses. Elles font attention à l'aérodynamisme de l'appareil, elles font attention à l'approvisionnement de la nourriture dans leur appareil et surtout le carburant. Le principe des oiseaux, c'est pareil. Donc l'aérodynamisme, la nature leur a donné en fait une posture de telle façon à ce que le frottement avec l'air soit négligeable. Donc il n'y a pas trop de frottement quand ils volent, c'est pour ça qu'ils tendent les ailes, les pieds, ils font rentrer le cou, etc. C'est qu'ils rentrent dans les critères de l'aérodynamisme pour moins se fatiguer pendant le vol. Ils ont le réservoir, le jabot, c'est un réservoir de nourriture, donc ils peuvent se nourrir même sans arrêter. Il y a certains oiseaux migrateurs en fait qui volent pendant 3 jours, 4 jours sans arrêter. C'est tout simplement, ils se nourrissent parce qu'ils ont un réservoir dans le jabot, vous connaissez tous, vous avez tous eu des bébés. Et donc, quand vous nourrissez les bébés, ils ont le jabot qui est plein. Donc, c'est un réservoir de nourriture et d'eau. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de voler pendant 3-4 jours. Et le carburant, le plein de carburant, c'est l'oxygène. On va comprendre comment comment est constitué leur poumon, ce qu'on appelle les poumons. Donc, on va attaquer la partie oiseau. Comment respire l'oiseau? Donc, comme l'humain, ils ont une trachée. Ils ont une trachée ici, ils ont un poumon, droite et gauche. Par contre, attention, ces poumons-là, ils sont flexibles, ils sont élastiques. C'est pour ça que quand le diaphragme il fait des mouvements, les poumons ils vont suivre le mouvement du diaphragme.
Les poumons chez les oiseaux, ce sont rigides. Ce sont deux échangeurs rigides. Ça veut dire qu'ils ne se contractent pas, ils ne se dilatent pas. Leur forme, elle est dure, comme du plastique. En fait, ces poumons-là, on les appelle poumons, mais ils sont différents. Leur texture et leur aspect est différent des poumons qu'on connaît chez les autres mammifères ou chez l'homme. Donc ceux-là, ils bougent, ils sont flexibles et élastiques. Ceux-là, ils sont durs. Donc ils ne gonflent pas et ils ne se dégonflent pas. Ils sont comme ça, durs, quasiment. Vous essayez de comprendre ces poumons-là comme si c'était en coque, en plastique, en PVC, ça ne bouge pas. Il n'y a pas de changement de volume. Par contre, comme leurs poumons ils changent pas, en fait la nature leur a donné une autre technologie d'aération ou de ventilation, c'est qu'ils ont ce qu'on appelle des sacs aériens. Donc ils en ont 9 au total. Donc ici je vous ai marqué 3 postérieurs droite, 3 postérieurs gauche, un antérieur droite, un antérieur gauche, mais il y en a un qui est commun, je ne l'ai pas dessiné parce que ça ne nous intéresse pas. Donc il y en a bien 9. Donc 3, ça fait 6, 7, 8. Et il y a un 9e qui est au milieu ici au niveau de la séparation, au niveau de la bifurcation entre la trachée et les deux demi-sphères des poumons. Je ne l'ai pas dessiné parce qu'il ne nous intéresse pas. Donc en fait, ce qui fait que les oiseaux, pendant leur vol, ils ont le carburant ou ils ont l'oxygène, c'est qu'ils ont des sacs aériens postérieurs et antérieurs, mais par contre leur respiration elle est différente. Donc on avait vu que quand l'homme il respire, en fait le diaphragme il va descendre, ce qui fait descendre les poumons, ils vont se remplir naturellement d'air, plein d'oxygène. Et ici, quand l'oiseau il respire par contre, quand l'oiseau il respire, en fait l'air elle va rentrer et elle va passer directement au sac postérieur. Donc 3 plus 3, ça fait 6 sacs. Donc ça c'est un réservoir. Ce sont 6 sacs qui vont se remplir d'air qui vient directement de la trachée. Il n'y a aucun air qui rentre directement du nez ou de la trachée vers les poumons. L'air doit obligatoirement passer par les sacs aériens. Donc, on ne va pas se concentrer. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà qu'elle soit tempérée, il faut qu'elle rentre dans les poumons à la même température. C'est pour ça que les oiseaux ils sont susceptibles au coup de vent, parce que si l'air froid elle rentre directement au poumon, en fait, elle va dérégler la synthèse de l'oxygène ici. C'est pour ça la nature leur a donné en fait ces réservoirs-là qui est un point fort, mais par contre c'est un point faible. Si l'air froide elle passe de la trachée au poumon, elle va causer des problèmes au poumon. C'est pour ça l'air elle passe dans les sacs postérieurs pour que l'air soit traité. Il y a un des traitements qui nous intéresse, c'est mettre l'air à la bonne température du corps ou du sang pour pouvoir l'injecter dans les poumons, sinon il va y avoir des anomalies au niveau de la synthèse d'oxygène, plutôt l'échange d'oxygène. Donc retenez, pendant l'inspiration, l'oiseau il va respirer de l'air, donc l'air elle va passer directement dans ces sacs, ou ce qu'on appelle les sacs d'air postérieurs, donc il y en a 3 de chaque côté, donc ça fait 6, ils vont gonfler, donc c'est pour ça que j'ai mis des flèches comme ça, donc ces sacs-là ils vont gonfler. Ces sacs-là ils vont gonfler, au même temps ils vont mettre l'air froid qui vient de rentrer, ils vont le mettre à la même température que le corps, avant de les injecter dans les poumons qui sont rigides. Donc une fois que cet air-là atteint la température du corps, ils vont les injecter dans les poumons, et les poumons ici, contrairement à l'humain, il a des alvéoles. Nos poumons sont constitués de micro-alvéoles. Ici, les poumons des oiseaux, ils sont constitués de microtubes. Donc l'air de ces sacs-là, elle va passer dans les poumons, et durant la traversée des poumons, il va y avoir l'échange oxygène et dioxyde de carbone. Donc comme l'humain, échange oxygène, dioxyde de carbone avant l'expiration, ici c'est pareil. Sauf que là, il y a une étape, c'est gonfler les sacs postérieurs, mettre la température de cet air-là au même niveau que la température du corps et du sang, pour pas qu'il y ait un choc thermique dans les nerfs. Et le coup de froid c'est comme ça, mais on va voir le coup de froid ou le rhume plus tard. Donc une fois que l'air elle est mise à la bonne température du corps, elle sera refoulée dans l'échangeur ou dans le poumon à travers des microtubes, et durant la traversée il va y avoir en fait le sang, des veines de sang qui vont venir chercher l'oxygène et déposer le dioxyde de carbone.
Donc, à la sortie de ce poumon-là, de ce côté-là, il va y avoir de l'air chargé de dioxyde de carbone. Donc, ici, entrée air plus oxygène, sortie air plus dioxyde de carbone, mais qui ne se rend pas éjecté directement vers la trachée. Encore une fois, ça va remplir les poches antérieures, la poche d'air antérieure, et la poche d'air antérieure, elle va recracher l'air chargé de dioxyde de carbone vers la trachée. Donc vous voyez que la respiration chez l'humain se fait en 2 temps, respiration, expiration, et la respiration, la ventilation chez les oiseaux se fait en 4 temps. Remplissage des sacs aériens, les jeter là-dedans, après jeter l'air, déverser l'air dans l'échangeur, la sortie de l'air de l'échangeur chargé en dioxyde de carbone pour remplir les poches d'air antérieures, et après le vidage des poches d'air antérieures vers la trachée. Donc elle se fait en 4 temps. Donc ici c'est la respiration, c'est pour ça que je vous ai mis pendant la respiration les sacs postérieurs ils gonflent, et durant l'expiration, donc quand l'air elle sort, ce sont bien les sacs antérieurs qui recrachent l'air. Donc vous avez vu que le poumon sont rigides, donc les poumons sont rigides, c'est comme un échangeur. Par contre, le moteur qui va aspirer, qui va faire bouger l'air soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, ce sont bien les sacs d'air. Les postérieurs, c'est pour aspirer, faire rentrer l'air dans les sacs, et les sacs d'air antérieurs, c'est pour recracher, donc c'est le moteur. C'est comme une VMC. Une VMC, vous avez des aspirations et vous avez le cœur du système, c'est le moteur. Donc le moteur, il va aspirer et expirer. Ben, c'est pareil, sauf que là, il y a des moteurs qui sont à l'arrière de l'oiseau, à l'arrière du système respiratoire de l'oiseau, pour ramener l'air vers ces sacs-là. Il va y avoir d'autres sacs qui sont vers la sortie de la trachée, qui vont recracher l'air chargé de dioxyde de carbone. Donc voilà, donc ça, on a vraiment synthétisé. Je ne sais pas faciliter plus que ça le système respiratoire. Encore une fois, le système respiratoire chez les oiseaux, en fait, je pense que plus tard, quand on aura le temps, quand on aura vu toutes les maladies ou les plus courantes, je pense que je reviendrai sur ce système-là pour vous détailler ce qui se fait comme réaction chimique, ce qui se fait au niveau moléculaire au niveau de chaque organe, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, juste retenir que les poumons chez les oiseaux, ils sont différents des poumons chez les humains, parce que nous, on a un moteur, c'est le diaphragme. Eux, ils ont des moteurs, ce sont les sacs aériens. Donc les sacs à l'arrière, c'est pour charger l'air avec l'oxygène, et les sacs qui sont vers les coups, entre le cou et les ailes, c'est pour recracher l'air chargé de dioxyde. Donc voilà, il fallait absolument que je vous parle du système respiratoire avant d'attaquer la cariose, parce que pour moi c'était important. Donc maintenant on va attaquer le sujet de l'acariose respiratoire. Donc l'acariose respiratoire, en fait, c'est juste un acarien qui est responsable de cette maladie qu'on appelle la cariose respiratoire. À savoir que les acariens, ils sont partout, même chez les humains. Nous, quand on dort la nuit, en fait, sur les oreillers, sur les draps, sur la couverture, il y a plein d'acariens. Mais à quel moment ces acariens-là, en fait, ils vont commencer à nous poser des problèmes de santé? C'est quand les acariens, ils se reproduisent. La surpopulation des acariens, en fait, va prendre le dessus sur le mode de vie naturel. Et c'est exactement pareil chez les oiseaux. Donc l'acariose respiratoire, elle est normale chez les oiseaux. Les oiseaux, ils ont des acariens. Mais à quel moment cette maladie va commencer à leur poser de problème? C'est quand le taux d'acariens, la population d'acariens, elle monte en flèche, en fait, et ça crée un déséquilibre. C'est tout à fait comme la mégabactérie, c'est tout à fait comme les Escherichia coli. Donc voilà, comme quoi il faut trouver toujours un juste équilibre, que ce soit la bactérie, que ce soit le parasite. Les acariens, c'est un parasite. Voilà, donc la surpopulation des acariens peut se transformer en maladie qu'on appelle la cariose respiratoire, à ne pas confondre avec la mycoplasmose. Donc je vois beaucoup de vidéos, je vois beaucoup d'articles, j'ai vu aussi beaucoup d'articles à l'époque de Skyrock, etc., Skyblock, pardon,
les gens confondent la cariose respiratoire avec la mycoplasmose. Donc la mycoplasmose, c'est bien une bactérie qu'on verra aussi dans une vidéo prochaine. Et l'acarien, c'est un parasite parce que c'est deux modes différents en fait, deux modes de progression différentes dans le corps de l'oiseau. Donc à retenir, la cariose respiratoire, ce qui est responsable de cette maladie, ce sont bien des acariens. Les acariens, ils se trouvent dans tous les corps, animal, humain, quasiment sur tous les objets, mais à quel moment ils deviennent dangereux, c'est quand il n'y a pas en fait une régulation de leur population. Ça veut dire les conditions d'hygiène, elles sont tellement négligées que les acariens vont commencer à se surreproduire et ils vont causer des dégâts dans n'importe quel corps, que ce soit animal ou humain. Donc l'endroit. Ces acariens, on a compris que la cariose respiratoire, elle est due à un acarien. Où est-ce que se cache cet acarien ou ces acariens? En fait, l'endroit dans le corps, il n'y a pas d'endroit précis. Donc là, les acariens, ils vont rentrer par la bouche, par le nez, et ils peuvent se propager dans tout le système respiratoire, en fonction en fait de l'étape. Quand on est au début de la cariose respiratoire, les acariens, ils sont au niveau de la trachée, ils sont au niveau du nez, ils sont au niveau du bec, etc. Mais si on ne soigne pas tout de suite, ces acariens vont pénétrer dans le système respiratoire. On vient de voir que c'est l'un des systèmes respiratoires le plus sophistiqué, mais en même temps, c'est le plus compliqué à soigner. Pourquoi? Parce que vous avez vu tous les organes qui constituent le système respiratoire, contrairement à celui d'homme. Celui de l'homme, quand il y a une maladie respiratoire, on sait diagnostiquer rapidement. Diaphragme, poumon, trachée. Pas loin. Quand il y a une maladie qui touche le système respiratoire des oiseaux, on a trop d'organes, on a un système compliqué. Et ce que je vous ai expliqué ici, c'est vraiment une toute petite synthèse, mais c'est encore plus compliqué que ça. Et j'espère qu'on aura l'occasion dans d'autres vidéos d'aller attaquer en fait la synthèse moléculaire au niveau de chaque organe. Donc voilà, donc ce que je disais, c'est que l'acarien, il va pénétrer via la bouche, via le nez, et il va longer la trachée. Et à un moment donné, si on ne soigne pas, en fait, ça va se propager dans l'ensemble du système respiratoire en causant encore des problèmes plus graves. Donc la cariose respiratoire, si elle n'est pas soignée, elle va se transformer en maladie respiratoire. Elle va se transformer en maladie respiratoire type asthme. Hop. Donc, au début, c'est pour ça que je vous ai dit, la cariose respiratoire, c'est une maladie simple à soigner. Par contre, si on oublie, si on néglige cette maladie-là, elle va attaquer le système respiratoire et elle va se transformer en problème plus grave asthmatique. Donc du coup, les symptômes. Quels sont les symptômes de cette maladie? En fait, de toute façon, on a compris que c'est dû à un acarien. Quand l'acarien il va rentrer dans la trachée ou dans le nez, ça va gêner l'oiseau. Donc une gêne respiratoire. On va voir que l'oiseau, il respire plus comme avant. Il a une gêne respiratoire. Il essaie de cracher ou d'éternuer. Il tousse beaucoup aussi. Il essaie de cracher et d'éternuer. Et surtout, il y a un petit sifflement qui est différent de l'asthme et qui est différent aussi du cancer chez eux. En fait, le sifflement, si vous vous rappelez, quand on a parlé du foie, je vous ai parlé en fait du claquement de bec sans sifflement. Le sifflement, à quel moment on va entendre un sifflement? Donc, je vous ai dessiné une trachée ici, avec la respiration, l'air elle rentre, et l'expiration, l'air elle sort. En fait, comme les acariens ils sont sur les parois de la trachée, là j'ai pris un cas où les acariens se trouvent au niveau de la trachée. Ils ne sont pas descendus plus bas. Plus bas, ils vont créer des lésions, on va voir tout à l'heure. Donc, quand on a le cas des acariens qui sont dans le nez, dans le bec, dans la gorge et jusqu'à la trachée, ils vont occuper les parois. Et il va se passer le même phénomène que la coccidiose. Ça veut dire ils vont commencer à attaquer les parois, ils vont commencer à se reproduire. Il va y avoir des larves, des masses. En fait, des masses qui vont venir boucher l'œsophage ou la trachée. Donc, imaginez, la trachée, elle est dégagée. La respiration, elle est bien, mais à un moment donné, la trachée, elle est bouchée parce qu'il y a des larves, parce qu'il y a de la saleté, parce qu'ils ont abîmé le tissu moléculaire ici de la trachée, là, les poches d'air. Tout le long de la trachée, il va y avoir en fait de la matière qui va gêner la respiration. Et en fait, le sifflement, il vient d'où scientifiquement? Le sifflement, c'est juste le diamètre de la trachée qui s'est rétréci. Comme le débit est le même, le débit, il est lié à ces sacs d'air. Donc ce sac-là et ce sac-là, ils vont cracher de l'air en même temps.
pour la jeter vers l'extérieur via la trachée. Si la surface, elle est grande, elle est bien dégagée, il ne va pas y avoir de sifflement. Mais si on recrache les mêmes sacs à travers une petite surface, un zoophage plus petit, il va y avoir le sifflement parce que c'est le bruit, en fait, le sifflement, euh, il vient d'où? Il vient du bruit de l'air qui sort vite à travers des petites surfaces. Ça crée en fait cette dépression naturelle qui sort sous forme d'onde phonétique qui est le sifflement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Le foie gras, il n'y a pas de sifflement. Le foie gras, il y a juste un claquement de bec. Mais par contre, les acariens ou les maladies respiratoires, il y a un sifflement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui gêne les voies respiratoires. Et quand il s'agit de l'acariose respiratoire, c'est les larves. C'est la reproduction, il y a des masses de larves tout le long de la trachée ou des fois au niveau du nez. Et il y a aussi la dégradation de cette paroi-là due aux acariens. Les acariens, à un moment donné, ils vont dégrader les parois de la trachée et la muqueuse, je ne sais plus comment on appelait ça. Donc du coup, donc ça c'est quand les acariens ils vont pas plus loin que la trachée. Mais il arrive qu'on ne soigne pas l'acariose respiratoire dans ce step-là et elle va se propager tout le long des poumons. Donc elle va causer des hémorragies. Pourquoi? C'est exactement le même principe que la coccidiose. Quand il y a un parasite qui pénètre dans le corps, soyez certain que tôt ou tard il va s'attaquer aux cellules parce qu'il va se nourrir de ces cellules-là. Il va y avoir des lésions internes, le sang qu'on retrouve aussi. Il va y avoir en fait une facilité pour que n'importe quel microbe pénètre dans le sang. Une fois qu'il y a un saignement interne au niveau en fait du système respiratoire, n'importe quelle bactérie, n'importe quel virus, n'importe quel microbe, il peut accéder à tout l'ensemble du corps de l'oiseau via les veines sanguines. Et la plupart du temps, si on ne soigne pas la cariose respiratoire, je vous ai parlé de l'asthme, ça déclenche chez lui à long terme en fait un problème d'asthme ou une pneumonie aussi. Pareil que chez les humains. D'où l'importance de soigner la cariose respiratoire dès les premiers signes qu'on va voir. Donc on a dit une gêne respiratoire, il tousse beaucoup, il éternue, on dirait qu'il veut recracher en fait des morceaux dans sa gorge. Il suffit juste en fait des larves qui sont là, de la surpopulation des acariens qui se transforment sous forme de masse en fait. Et il a envie de recracher ces masses-là parce que ça le dérange. Le mode de fonctionnement, on vient de détailler, donc ça attaque la trachée, ça va se reproduire, mais au même temps, si on ne soigne pas, ça va attaquer les parois, ça va dégrader les parois, et si ça arrive dans les poumons, ça peut se transformer en asthme ou en pneumonie. Les causes, donc pourquoi la cariose respiratoire? Je vous ai expliqué que les acariens se retrouvent partout. Partout. Par contre, à quel moment ils vont nous poser problème, c'est quand ils vont se surreproduire. Et c'est quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui déclenche la reproduction des acariens? Ce sont les conditions d'hygiène. Donc, une salle d'élevage ou des cages qui ne sont pas propres, ça déclenche le déséquilibre des conditions de vie des acariens, ils vont prendre le dessus. Les rayons de soleil, encore une fois, comme le point noir, le rayon de soleil, il tue pas mal de bactéries, pas mal de virus, pas mal de parasites. La souille aussi, quand on met beaucoup d'oiseaux dans un espace d'élevage très réduit, que ce soit volière ou que ce soit cage, la souille, elle porte beaucoup d'acariens parce que les acariens, ici, on les trouve en masse dans la souille. Le nourrissage, donc des parents qui ont la cariose respiratoire, ils vont le transmettre aux jeunes via la béquille, via le nourrissage. D'où il faut isoler les sujets, il ne faut pas les laisser nourrir, il ne faut pas les laisser reproduire. Encore une fois, des oiseaux qui sont malades, ne serait-ce que de la cariose respiratoire, ça ne sert à rien de prendre le risque de les faire reproduire. Il faut tout d'abord les soigner, après vous les remettez dans votre élevage pour pouvoir les soigner. Donc maintenant, c'est comment diagnostiquer la cariose respiratoire. Pourquoi je vous ai dit en fait que c'est l'une des maladies respiratoires la plus facile à diagnostiquer? Parce qu'à un moment donné, quand la cariose respiratoire elle est au niveau du nez et de la gorge, c'est difficile de le voir. Mais quand elle va descendre dans la trachée, en fait, il y a un vieux moyen pour détecter la cariose respiratoire, c'est tout simplement le mirage. Donc, vous prenez votre éclairage, votre source lumineuse pour mirer les œufs, et vous allez venir mirer la trachée de l'oiseau concerné, donc celui qui tousse. Vous allez dans une salle noire,
vous écartez les plumes et vous allez mettre la lumière d'un côté et vous allez regarder de ce côté-là. Si vous voyez des points noirs, c'est que c'est l'acariose respiratoire. Si vous voyez pas de points noirs, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'acariose respiratoire. Ça veut juste dire que les acariens n'ont pas encore envahi la trachée. Ça veut dire que vous êtes dans le step où c'est encore au début, où il y a le nez et la gorge qui sont bouchés, mais pas la trachée. Donc il faut les traiter et en même temps il faut surveiller en fait la propagation des acariens via le mirage. Et... Oh, non, il est content parce que sa femelle elle a pendu là, elle est dans le nid et il est content. On fera un tour juste après ce sujet-là. Donc du coup, je vous ai dit, le moyen pour diagnostiquer, c'est un mirage de la trachée. Ça se traduit par des petits points noirs sur la peau. Donc vous écartez les plumes, vous rentrez dans une salle noire, vous prenez votre mire-œuf et vous le mettez d'un côté, vous regardez de l'autre côté par transparence, la poêle est transparente. Vous allez voir des petits points, des petits points de ce type-là à travers la peau. Donc les acariens, ils sont au niveau de la trachée. S'il n'y a rien, ça veut dire que vous êtes au début de l'acariose respiratoire et c'est encore plus facile à la soigner que si elle avait attaqué la trachée parce que les parois, ils prennent un coup. Donc les traitements. Les traitements, il y en a qui critiquent les traitements, mais c'est des traitements qui, moi personnellement, je vous donne ma façon, encore une fois, à chaque fois qu'on regarde une pathologie, je vous donne mes produits, je vous partage ma façon, ma méthode, mes produits. Après, libre à vous de regarder si le produit vous convient ou si vous avez d'autres produits. Le plus important pour moi, c'est de vous expliquer la maladie, vous expliquer ce qui se passe au niveau de l'organe. Et je vous donne un exemple des produits que j'utilise. Après, libre à vous d'aller voir d'autres produits si mes produits ne vous conviennent pas ou mes méthodes ne vous conviennent pas. En fait, les traitements que moi j'avais déjà eu et que ça marchait très bien, c'est de mettre l'oiseau concerné dans un sac plastique pendant 3 minutes. Donc je répète, un sac plastique, vous mettez transparent. Pourquoi transparent? C'est pour voir si l'oiseau ne va bien. Parce que si vous voyez que l'oiseau il va encore pire, vous le sortez. C'est pour ça l'intérêt d'avoir un sac plastique transparent, c'est pour pouvoir garder l'œil sur votre oiseau pendant le traitement. Si vous voyez qu'il n'apprécie pas beaucoup ou que c'est dangereux pour lui, vous le sortez tout de suite et on va voir d'autres. Mais voilà, il y a une méthode qui marchait bien, c'est que vous prenez un sac plastique, vous le remplissez d'air, il ne faut pas souffler dedans. Quand vous soufflez dedans, vous êtes en train d'injecter le dioxyde de carbone. Vous soufflez pas dedans, vous le gonflez avec un mouvement comme ça. Vous prenez un sac plastique, vous le faites comme ça, il va se remplir naturellement d'air avec de l'oxygène. Évitez de souffler dedans avec votre bouche parce que vous êtes en train de mettre de dioxyde de carbone et ça ne va pas soigner votre oiseau. Au contraire, ça va le rendre encore plus malade. Donc, vous mettez l'oiseau dedans, vous mettez soit un spray, il y a un spray chez Francodex, je pense, il y a un spray chez eux, vous tapez en fait acariose respiratoire, vous avez toute une multitude de produits. Il y a le pyrétine aussi. Moi, j'ai un produit sous forme de poudre, mais vous pouvez le trouver aussi sous forme de spray. Soit vous mettez la poudre dans le sac, soit vous mettez le spray directement. Vous mettez l'oiseau, vous fermez et vous le laissez 3 minutes en gardant l'œil via le sac transparent. Donc 3 minutes, vous faites ça une fois par semaine jusqu'à ce que l'acariose respiratoire elle disparaisse. Pourquoi? Parce que quand vous le mettez dans ce sac-là, il sera obligé de respirer l'air qui est plein de poudre, plein de ce produit-là. Et il va le faire rentrer dans toutes les poches d'air et donc du coup ça va forcément passer par la trachée. Et quand les acariens ils sont en contact avec le pyrétine, en fait, ils n'apprécient pas et donc du coup, vous allez le soigner petit à petit en renouvelant cette opération une fois par semaine. En général, c'est au bout de la 2e semaine, la 3e semaine, on voit une amélioration. Il y a une deuxième façon, en fait, c'est si vous voyez que cette façon, elle est dangereuse, vous prévoyez pas d'utiliser cette façon parce que mettre un oiseau dans un sac plastique, je vous rassure, mettre un oiseau dans le sac plastique de la façon dont je viens de vous expliquer, ne soufflez pas dedans, vous le remplissez d'air naturellement, comme ça. N'a aucun effet néfaste sur l'oiseau. Je ne parle pas du traumatisme, je parle au niveau de sa respiration. On vient de voir que l'oiseau, il a plein de réservoirs. Donc les oiseaux, ils peuvent tenir en respiration
plus longtemps qu'un mammifère. Donc n'ayez aucune crainte. Par contre, il y a des gens qui ne veulent pas utiliser cette méthode-là, qui est archaïque, qui marchait bien, mais par contre elle est archaïque. Vous pouvez le mettre dans une petite cage, mettre une serviette et mettre le spray. Venir mettre le spray toutes les 5 minutes et vous recouvrez la cage avec une serviette, ça va l'obliger à respirer en fait le produit qui est dans l'air. Ou bien il y a une poudre. Moi ce que je faisais, c'est que je saupoudrais les graines avec un produit que je vais vous montrer. Excusez-moi, j'ai oublié. Hop. Voilà, donc moi j'ai ce produit-là. Voilà, donc aujourd'hui j'ai mis tous les abreuvoirs et les mangeoires, je les ai mis dans de l'eau de javel, hein, comme je vous ai expliqué, toutes les semaines je fais ça. Voilà, donc moi j'ai ce produit-là, le Pyrévol en fait, je mets 1 gramme dans 100 grammes de graines. Donc 1 gramme de ce produit-là, je le mets dans 100 grammes de graines normales. Il faut juste mettre une goutte de l'huile de tournesol ou l'huile de morue si vous avez, juste pour que ça puisse bien adhérer aux graines. Et vous lui donnez ça tous les jours et normalement ça fonctionne. Après ça dépend de l'état. Donc voilà, c'est 1 gramme de Pyrévol dans 10 grammes de graines, juste pour que le produit puisse bien adhérer dans les graines. Essayez de mettre une goutte de l'huile de tournesol ou si vous avez de l'huile de morue, c'est bien aussi. Vous massez bien les graines et après vous appliquez le produit, vous lui donnez. Donc moi je vous donne ces 2 façons, je vous ai même donné la façon où vous recouvrez la cage avec une serviette. Après, libre à vous de choisir la façon que vous voulez. Donc encore une fois, les maladies respiratoires, c'est avec un S. Il y a beaucoup de maladies respiratoires. Le système respiratoire, il est compliqué chez les oiseaux et leur maladie, c'est pareil. Donc la cariose respiratoire, c'est la maladie ou la pathologie la plus simple à soigner si on la détecte dès le début. Après, si elle rentre dans les poumons, en fait, elle va dégrader les poumons, elle va dégrader le système respiratoire qui va se transformer sous forme de pneumonie ou sous forme de problème d'asthme. Et encore une fois que les parois sont dégradées, n'importe quel microbe, n'importe quel virus peut pénétrer dans le sang et ça va se traduire encore, ça va générer d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la respiration. Donc voilà les amis, la cariose respiratoire pour ceux qui souhaitaient absolument ce sujet-là. La prochaine vidéo, je vais voir quelle pathologie on va traiter, peut-être revenir sur la salmonelle ou peut-être voir la mycoplasmose parce que souvent les gens ils confondent cette bactérie avec la carien qui n'a rien à voir. Les symptômes se ressemblent un peu mais c'est pas du tout le mode de transmission n'est pas du tout le même. Donc on va faire un petit tour rapidement. Donc ici j'ai mon mâle opale. Voilà, qui chantait tout à l'heure et sa femelle elle vient de sortir, elle était dans le nid, donc elle a 3 œufs, elle couvre 3 œufs. Ici j'ai le brun pastel avec la brune gorge blanche aussi, donc il se passe rien, j'ai même pas regardé le nid, mais de toute façon je le vois à la charpie. Juste une astuce en fait, il y a des gens qui se plaignent comme quoi leurs femelles en fait elles font des super hauts nids. Enfin, j'ai accueilli mon voisin hier, il est venu prendre des bébés chardonnay. Il m'a dit, bah, c'est bizarre, toi tes femelles, en fait, elles font pas des nids hyper hauts, machin. En fait, l'oiseau, ça reste un animal, les amis. Si vous lui mettez 1 kg de charpie, il va utiliser 1 kg de charpie. Ça dépend du caractère de chaque femelle. Il y a une femelle qui va arrêter dès que son nid il est bon, il est correct. Il y a des femelles, tant qu'elles voient de la charpie, elles vont rembourrer le nid. Tant qu'elles voient de la charpie, c'est à vous, les éleveurs, de moduler le volume de la charpie en fonction de l'avancement de la construction du nid. Donc hier, il m'a dit, pourquoi tes femelles ne font pas des super hauts nids? J'ai dit, bah, tout simplement, j'enlève. Là, j'ai enlevé parce qu'elle a fait un nid correct et j'ai pas envie qu'elle monte dans les étages. Et pourquoi? Parce qu'une fois qu'il va y avoir les vagues de chaleur, les nids qui sont denses vont poser des problèmes d'hygiène et des problèmes dans la ventilation des jeunes plus tard.
Donc n'oubliez pas, pour ceux qui camouflent les nids comme ça, plus tard quand il va y avoir la canicule et que vous avez des jeunes avec un nid qui monte à 5 cm, 7 cm, c'est mauvais pour les jeunes. Les jeunes, ils vont mal respirer, il n'y a pas de ventilation, ça va vous attirer les poux, ça va vous attirer les microbes et c'est compliqué à nettoyer parce que les jeunes, ils vont faire leur fiente dedans. Donc juste entre parenthèses. Donc ce couple-là, je leur ai remis le nid hier, donc la femelle, je lui ai remis le nid il y a 4 jours. Il y a 4 jours parce qu'elle m'a pondu un œuf sans le nid. Donc dès que j'ai vu qu'elle a pondu un œuf, je lui ai mis le nid. En une journée, elle l'a construit et elle a pondu 3 œufs. Donc je pense qu'elle a pondu le dernier. Ici, je leur ai mis le nid que hier. Donc il s'intéresse un peu à la charpie. Ici, ce mâle-là avec sa femelle, bah, ce sont les seuls à qui j'ai pas enlevé le nid. Donc la femelle, elle est là. Donc elle couvre 2 œufs de chardot. Donc ce ne sont pas les siens. Donc ça m'arrive de la nourrir en fait à travers. Je la nourris à travers la grille avec. Donc tout à l'heure j'ai nourri les jeunes. Et donc du coup je lui donne aussi un peu de pâté. Donc la pâté, le NutriBird, c'est pas que de la nourriture les amis, c'est aussi des enzymes. C'est des enzymes qui vont aider la digestion chez les jeunes ou même si vous avez des jeunes qui sont bien nourris par les parents, ils vont leur donner un peu de leur anticorps, antigène en fait. Le nourrissage naturel des parents, ça va renforcer le système immunitaire des jeunes. Mais par contre, il y a les enzymes qui sont constituées, je suis d'accord avec vous, c'est des enzymes qui sont chimiques, mais qui aident aussi la digestion chez les jeunes. Donc voilà, ce couple-là, ils ont normalement l'éclosion prévue aujourd'hui, éclosion de 2 ou 3 jeunes chardots. Donc ici, le mâle gorge blanche avec la femelle jaune, ils m'ont fait un tour et donc mon voisin, il est passé hier pour prendre les 4 jeunes, il veut les apprivoiser, pardon. Donc il n'y a pas eu de gorge blanche. Donc s'il y avait un gorge blanche, je l'aurais gardé. Il n'y a eu que des classiques et un peu de jaune. Donc ils avaient quelques semaines, donc j'ai pas attendu le sevrage ou quoi que ce soit. Lui, il a pris les 4, il voulait les nourrir lui-même. Bon, je prendrai de leurs nouvelles régulièrement. C'est juste mon voisin ici à côté, hein, dans la rue. Et donc du coup, je pense qu'un de ces cas, je vais lui demander de les ramener pour vous les montrer dans la vidéo. Ici, il ne se passe rien. Je leur ai mis le nid aujourd'hui avec la charpie. Donc rien. Ah si, ils ont commencé, je pense. Voilà, donc je leur ai mis le nid aujourd'hui. Hop. Ici, le brun pastel avec la brune, je leur ai mis le nid hier. Donc, ils ont mis un peu de charpie, mais je pense pas que la femelle elle est intéressée. Je pense que c'est le mâle, la façon dont la charpie est dans le nid, je pense que c'est le mâle qui a fait le nid. Ici, l'agate et la humo, donc vous voyez comment elle s'est déplumée. Voilà, donc ça arrive. Moi, j'ai un perroquet ara rouge qui a un problème, enfin, il se mutile, mais c'est un problème, c'est une maladie. Mais elle, c'est pas une maladie, elle se mutile pas, c'est juste, elle essaie, malgré la charpie, elle essaie de tapisser le nid avec ses propres plumes qui sont douces. Donc, un petit conseil, quand vous avez des femelles qui se déplument comme ça, pendant la construction du nid, vous leur mettez un matériau qui est doux. Donc moi j'ai été acheter 3 ou 4 variations de charpie. Je trouve pas plus doux que ce que je leur donne, donc je vais finir par leur donner du coton. Juste faites attention, le coton en fait il peut se mêler dans les doigts et leur amputer les doigts. Donc quand vous leur donnez du coton c'est bien, ils aiment bien ça. Par contre vous vérifiez les pattes régulièrement. Parce qu'une fois que la période de reproduction elle est terminée, vous allez avoir des problèmes de pattes chez vos couples reproducteurs parce que tout simplement le coton s'est mêlé. Donc ici, j'avais fait 2 tours avec le métis, donc j'ai fini par lui mettre un brun rouge. Donc elle vient juste de construire le nid, il ne se passe rien. Les UP allemands, leurs œufs, ils ont été cassés par les chardots. Par contre, ils ont 4 chardots ici. Ils nourrissent 4 chardots. Ici, ils nourrissent 4 jeunes à eux, panachés. Je vais essayer de vous les montrer. Voilà, donc c'est 4
4 bébés panachés. Hop, j'essaie de vous montrer aussi les chardons. Donc les chardons, j'ai un gorge blanche ou un panaché, je ne sais pas. Donc les chardons, vous voyez un panaché ici, donc celui-ci c'est un panaché. Il y en a un ici, donc c'est un panaché, il doit être soit agate, soit humeau. Je ne sais pas encore, j'attends un peu. Hop, excusez-moi. Donc celui-ci, il est gorge blanche au fasciato. Dans gorge blanche au fasciato, vous voyez que le cou, il est blanc. Le cou en dessous, il est blanc. Après, je ne sais pas vous dire si c'est tête blanche ou pas, c'est pas maintenant, il faut que je regarde le dessous de la plume. Celui-ci, c'est un agate, mais je vois aucune tache de panachure, même s'il a le flanc blanc en dessous, il faut que j'attende un peu. Et les deux autres, c'est des canaris, donc les deux chardons et les deux canaris. Hop. Et celle-ci, c'est une Isabelle, j'ai oublié de vous le dire. Donc celle-ci, c'est une Isabelle aux yeux rouges. Comme c'est une mutation liée au sexe, son père il est là, c'est un Isabelle porteur de yeux rouges. Il me donne tous les ans des femelles aux yeux rouges, Isabelle aux yeux rouges, comme celle-ci. C'est exactement là que celle-ci, elle a été colorée par moi après avec le rouge. Mais ce que vous voyez ici, donc je sais déjà que c'est une femelle. Il ne peut donner que des femelles comme ça. Hop. Donc, des fois, connaître les règles de mutation, ça vous permet de sexer vos jeunes aussi. Vos bébés, vous n'avez pas besoin de faire. C'est des règles à faire. Donc, eux, ils viennent de construire le nid. C'est eux qui ont élevé les 4 chardons que mon voisin il a pris hier. Donc, il y avait pas de gorge blanche dans les 4 jeunes. Il n'y avait que du classique et 2 jaunes, je pense. Je suis pas sûr, mais 2 jaunes parce que ça se voit pas tout de suite les jaunes. Ici, le FAO avec l'Isabelle, il couvre 2 jeunes, chardons. Ici, les 2 lipo mosaïque rouge, ils commencent à construire le nid. Ils m'ont fait un tour vide. Ils commencent à construire le nid. Et ici, le récessif avec la brune. Donc, il couvre aussi 2 jeunes chardons de l'Isabelle. Un de l'Isabelle et un de l'agate. Ici, c'est 2 de l'agate. Ici, c'est 2 jeunes. Satiné opale et agate humeau. Ici, c'est 2 œufs avec éclosion prévue aujourd'hui. Agate humeau. Ici, c'est 2 jeunes, elle est en train de les nourrir. Ici, c'est 2 jeunes panachés brun pastel. Et les jaunes que j'avais ici, les classiques et jaunes, bah, c'est mon voisin qui les a pris. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude. Et puis si vous avez des questions, on se retrouve dans la partie commentaires. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao ciao.